Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce rendez-vous de l'économie Éco-Sud, l'économie au Sud avec de l'habitat aujourd'hui. On va poursuivre notre tour d'horizon après une rencontre avec les gens de la Fédération du bâtiment. Côté construction, on a fait le côté promotion privée, c'était la semaine dernière. Et bien nous voilà dans le logement social avec Denis Rey, le président de l'Union régionale des organismes HLM. Habitat LR. Merci Denis Rey d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, nous avons les télécoms avec les grandes manœuvres au niveau national, mais qui impactent notre pépite régionale budget télécom avec José Caballero qui est avec nous, qui nous expliquera comment l'entreprise se réorganise et se réoriente également. Et puis nos deux jeunes coups de cœur du jour, c'est Lucas Moreau et Tani Vivien. Lucas Moreau qui est en vert et Tani Vivien qui est en gris et bleu. Pour Atome Funéraire, une entreprise d'ici qui vous propose carrément, quand vous serez mort, de vous envoyer dans l'espace. Voilà, donc si vous n'avez pas pu vous payer un voyage dans l'espace de votre vivant, il vous propose de vous le payer de votre mort. Voilà, vous en saurez plus tout à l'heure, mais je suis sûr que vous êtes déjà très très intrigués. Alors on va commencer avec vous, Denis Rey. Vous avez, il y a quelques jours, lancé, je ne dirais pas un pavé dans la mare, mais vous avez lancé une communication autour de l'impact, du poids, de l'importance de votre secteur, l'habitat social. Uro Habitat, 400 000 personnes logées en Languedoc-Roussillon, 66 000 demandes en attente, 66 000 familles qui attendent un logement social et qui peuvent y prétendre. 1,2 milliard de dépenses d'investissement chaque année sur l'ensemble de la région, 126 000 logements. Vous êtes, vous, avec les 30 organismes HLM de la région, un poids lourd de l'économie locale, on peut le dire comme ça. Bon, on peut le dire comme ça. Alors, un petit détail, je ne sais pas si je vais partir dans l'espace, mais Pierre-Paul Castelli, je ne suis pas président, je suis directeur. Pardon. Voilà. Ah. C'est dit. Voilà, c'est dit pour le président qui nous regardera peut-être. Alors, un poids lourd, oui, non, il regarde votre émission régulièrement. Écoutez, un poids lourd, je ne sais pas si nous sommes un poids lourd dans l'économie, mais ce que je sais, c'est que lorsque l'on sort d'une commission d'attribution et que lorsque nous avons un logement qui se libère, il y a une centaine de personnes qui souhaitent pouvoir louer ce logement. Sur le plan social, donc, oui, je crois que les organismes d'habitat social sont assez incontournables. Ça, c'est un premier point. Et puis sur le plan économique, vous le rappeliez, donc il est bon de temps à autre de rappeler quelques chiffres, quoi. 1,2 milliard d'investissements, tout compris, par an injectés dans les économies locales, c'est pas une paille. Derrière ce 1,2 milliard, eh bien, il y a 30 000 emplois. Un emploi direct et un emploi indirect, tant au niveau donc, de l'investissement que du fonctionnement donc, de nos 30 structures HLM. Alors, on va parler de l'évolution de ce grand marché, de cette problématique du logement, notamment avec les changements dans les municipalités dans quelques jours, les changements ou la continuité. Un mot sur cet investissement, cette construction. Nous avons participé la semaine dernière à un débat organisé par la Fédération du bâtiment qui met sur la table un certain nombre de commandes publiques qui sont faites à des entreprises, y compris des entreprises étrangères. Vous réagissez comment à ces critiques-là ? Bon, je réagis tout à fait simplement. Oui, j'étais à ce débat qui était fort intéressant. Bon, je crois que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale. Alors, j'ai entendu ici ou là, mais ça devait être une erreur de langage, j'ai entendu, on est allé pointer, je crois, 80 logements en 3 petites opérations, vous vous rendez compte, on a fait travailler des Espagnols, c'est terrible ça. D'ailleurs, je pense que les personnes qui étaient là devraient regarder un petit peu dans leur milieu parce que c'est tous les jours, quoi, au niveau des marchés publics, qui sont des marchés souvent européens par la loi, européens, l'Espagne, bon, on n'est pas très loin, quoi. Et puis, je sais pas, mais ça me faisait penser, vous savez, si on parle d'Antigone, dans toutes les revues, bon, on aurait dû interdire Ricardo Bofill à l'époque, quoi. Bon, voilà, non, mais je dis ça sur le ton de la plaisanterie. Vous savez, on est allé pointer du doigt 3 petits marchés. Il faut savoir qu'au niveau de nos bailleurs sociaux, c'est à peu près 500 marchés qui sont passés tous les ans, quoi.
c'est à peu près 3000 entreprises qui travaillent. Heureusement que nous avons une immense majorité d'entreprises, souvent locales d'ailleurs. Mais pour terminer sur ce sujet, parce que c'est un non-sujet, merci à nos bailleurs sociaux de fournir autant de travail, que ce soit aux petites comme aux moyennes comme aux grandes entreprises. Voilà, c'est dit. Alors, vous avez pointé le nombre d'emplois que ça génère, hein, l'activité des bailleurs sociaux. 5000 appartements construits chaque année. On fait le lien entre ces 5000 constructions en moyenne et ces 66 000 demandes. Alors, bon, il y a un peu de turnover, bien sûr, hein, sur les 126 000 logements actuels. Mais évidemment, c'est insuffisant. Il y a des évolutions législatives. Est-ce qu'il y a déjà une évolution dans les mentalités, notamment du côté des élus et des prochains élus, par rapport au logement social? Est-ce que vraiment les communes vont faire un effort en matière de logement social? Est-ce que vous sentez une évolution dans la sensibilité des élus? Mais écoutez, cette évolution, nous la ressentons depuis quelques années maintenant, pour dire les choses d'une manière juste. Alors, c'est bien, évolution dans le bon sens, mais c'est bien, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que certains élus ont cette sensibilité, d'autres élus, certainement parce qu'ils méconnaissent le milieu, finalement, sont peut-être en dehors des réalités. Je dis souvent que l'on soit dans les Pyrénées-Orientales, que l'on soit dans l'Aude, qu'on soit dans l'Hérault, qu'on soit en Lozère. Vous savez, le village de Brenou en Lozère, c'est quelques 200 habitants, je crois, je veux pas. Mais je crois qu'il y a 5 logements sociaux. Mais c'est formidable, ça veut dire qu'on est capable de loger là le boulanger, on est capable de loger le postier, on est capable de loger son grand-père, le papé, donc qui n'a pas une grosse retraite. On est capable de loger, en fait, ce qui est malheureusement en Languedoc-Roussillon le cas, à savoir que 80% des habitants du Languedoc-Roussillon donc, sont éligibles, ont droit à un logement social. Donc, ce que je n'ai pas entendu ce fameux lundi, j'étais un peu en colère ce lundi dernier, parce que j'ai entendu un tas d'inepties, j'ai entendu qu'il y a trop de logements sociaux, c'est cela. La moyenne nationale, c'est 17%. La moyenne en Languedoc-Roussillon et dans chaque département est passée en dessous de la barre des 10%. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on a régressé par rapport à l'objectif de 20%. Hein. Ça veut dire qu'on a régressé... Voire 25%. Par rapport à ce qui était le chiffre il y a encore quelques mois. Nous étions à 10,2% de logements sociaux. Imaginez, il y en a trop. Et il y a 80% de la population qui a besoin de ces logements sociaux. Comment mettons 80% de personnes dans 10% de logements sociaux? D'où la demande insatisfaite qui est de à peu près 66 000 à l'échelle régionale et le fait que nous puissions construire 5 000 par an avec monsieur le préfet, donc nous avons au dernier CRH, Comité régional de l'habitat, nous avons acté le principe d'une programmation à hauteur de 7 200 logements par an pour l'année 2014. Eh bien, c'est très bien parce que le rythme, c'était 2000 jusqu'à présent. Jusqu'il y a 5-6 ans, nous construisions à peu près 1500 à 2000 logements par an. Donc il y a une évolution, une prise de conscience, des moyens mis là-dessus pour la construction. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que l'évolution de la législation, il y a beaucoup de lois qui sortent en ce moment, va permettre d'aller réellement vers ces 7000, parce qu'un programme, encore faut-il le faire, voire faire mieux? Mais ce que je pense, c'est qu'il faudrait avoir un fusil avec plusieurs cartouches et avec plusieurs détentes. Ce que nous construisons aujourd'hui, il faut bien entendre que nous l'avons conçu il y a quelques années. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de l'urbanisme de Montpellier dans les années 78. Et je veux dire, quand nous étions dans l'équipe de Frêche à ce moment-là, et de M. Dugrand, l'idée, c'était de dire, bâtissons des ZAC dans lesquels on peut jouer sur des équilibres. Zones d'aménagement concerté. Hein, ce sont les documents de programmation, zones d'aménagement concerté, qui ont permis à Montpellier, à Perpignan, à Carcassonne, à Narbonne, partout sur le territoire, donc de prévoir l'avenir. Derrière cela, des réglementations adaptées, c'était les plans d'occupation des sols, les POS, qui sont devenus aujourd'hui les PLU. Et je dirais qu'on va parler langage 2014, quand à l'avant-dernier CRH, nous présentions par exemple
exemple, au dernier, nous étions sur des PLH, des plans locaux de l'habitat. Là, nous sommes donc à la mode 2014. Eh bien, quand on parle d'excellence dans notre région, le PLH de l'agglomération de Montpellier, par exemple, a été qualifié d'exemplaire. Le PLH d'Alès, qui est passé la fois dernière, donc, a reçu un avis favorable. C'est donc bien dans ces documents de programmation que nous pouvons prévoir donc l'avenir. Ensuite, c'est le foncier. Le problème, c'est pas de construire. On n'a aucun problème avec la Fédération du bâtiment et la Fédération des travaux publics. Le problème, c'est le prix du foncier. C'est facile à comprendre. Ce n'est que du bon sens. Le foncier est beaucoup trop cher. Si on le paie trop cher, ce foncier, c'est la raison pour laquelle il faut le réguler. Eh bien, ça veut dire que quand on y rajoute le prix de la construction, eh bien, nous avons des prix de sortie soit à la vente dans le privé, soit à la location dans le privé ou dans le public. Donc, nous avons donc des prix de location qui ne correspondent pas aux revenus des ménages. C'est du bon sens. Et pour terminer la réponse à votre question, les élus ont commencé à en prendre conscience, puisque autant leurs concitoyens, et je crois qu'ils ont rendez-vous avec leurs concitoyens dans quelques jours, leurs concitoyens bien crient haut et fort, mais donne-moi un logement, quoi. Mais un logement abordable. Donc, quelque part, le logement social, ce n'est qu'un élément du parcours résidentiel. Le logement social, c'est à un moment donné de la vie, on a besoin d'avoir un logement à un prix de loyer raisonnable. Si la chance sourit donc aux familles et que les revenus évoluent dans le bon sens, eh bien, tout un chacun... Après, on doit sortir de bien évidemment. Et nos destins sont liés. Heureusement qu'il y a cette forme de mixité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit spatiale ou qu'elle soit urbaine. Denis Rey, merci de toutes ces explications. Vous pouvez réagir également aux prochains intervenants. Moi, je vous propose de faire un tour du côté d'un grand chantier. Alors, ce n'est pas du bâtiment, c'est du travaux publics. C'est la fameuse ligne de contournement Nîmes-Montpellier, la ligne grande vitesse et fret. Le nombre d'emplois est en train de monter en régime, là aussi. Et puis, en partie, ce sont des emplois en insertion. C'est ce qu'a pu constater à la fois Damien Larry, le président du département du Gard, et Alain Bellon, notre reporter. C'est parti. Le contournement Nîmes-Montpellier avance. 70% de la voie ferroviaire est tracée. Pour le constater, le président du Conseil général du Gard s'est rendu sur le terrain. Il a dressé le premier bilan sur l'emploi décidé à la signature de la convention. C'était d'avoir 7% déjà d'insertion de RMI à l'époque, de RSA aujourd'hui socle, qui soit prise sur ces chantiers. C'est respecté. C'était aussi de dire que 20% seraient des PME, des petites et moyennes entreprises. Donc aujourd'hui, sur 19 entreprises qui ont fait cette base de travaux ici à Nîmes, 15 sont gardoises. Donc ça donne du travail. C'est aujourd'hui 1300 agents qui sont déjà sur le site et on attend une montée en puissance en 2000 agents sur emploi direct, plus 2000 emplois indirects. Un chantier réalisé en plusieurs étapes, dont la première est le terrassement, ainsi que la construction d'ouvrages d'art hydrauliques et assainissement. Avec un ouvrage d'art tous les 500 mètres, on en comptera à la fin du chantier 188. Pour cela, des emplois spécifiques sont créés. Nous avons à peu près comme objectif d'embaucher 400 personnes, qui évidemment seront des gens locaux pour l'essentiel, des gens soit déjà formés, soit des gens que nous allons former de toutes pièces à ces métiers de la construction. Alors pour répondre à votre question, ce sont des conducteurs d'engins, des terrassiers, des coffreurs, des bancheurs, des maçons, et tout ça à partir d'en ce moment, puisque les besoins y sont aujourd'hui. Pour la suite du chantier, cela sera l'équipement ferroviaire. Il sera réalisé fin 2016 pour être livré en octobre 2017. Voilà, octobre 2017 pour la mise en service de cette ligne grande vitesse. Je me tourne vers vous, José Caballero, Budget Télécom. Alors, c'est une entreprise de Montpellier, née ici, une pépite de la high-tech et des télécoms, fondée par Khaled Zouré. C'était en 99. Au départ, c'était un comparateur de prix. C'était la grande mode à l'époque, les comparateurs de prix sur Internet. Et puis, petit à petit, l'entreprise est devenue également opérateur télécom. Alors, on connaît les 3 et 4 grands opérateurs. Vous êtes ce qu'on appelle un opérateur virtuel, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Virtuel dans le sens où on n'a pas forcément toute l'infrastructure réseau qu'ont les gros opérateurs de réseau. Mais qu'on vous achetez en bloc et puis pour revendre à des petits prix. Exactement, on utilise leurs infrastructures, ils nous les louent, on achète de la minute en gros, on la revend
que ce soit du fixe, du mobile, de la DSL, on la revend à nos clients. Et alors c'est ce marché-là qui a été vraiment beaucoup bousculé par l'arrivée de Free Mobile. Tout à fait, il y a 2 ans, il y a eu un espèce de séisme qui a complètement modifié ce marché. Et du coup, les gros opérateurs sont livrés à une guerre sans merci, une guerre des prix, au bénéfice du consommateur, il faut le souligner. Mais par contre... ça a été difficile pour vous de vous positionner. Voilà, pour les petits opérateurs, nous et d'autres, c'était plus compliqué de gérer cette transition et d'esquiver les coûts des gros. Alors pour mesurer, 26 millions de chiffre d'affaires, jusqu'à 26 millions de chiffre d'affaires, c'était en 2008. En 2013, ce chiffre d'affaires est tombé à 14,6 millions d'euros, ce qui reste quand même très important. Mais on mesure l'impact de cette guerre des prix et de cette guerre au plus haut niveau. Une guerre qui ne va pas forcément continuer. Là, on a vu la reprise de SFR par Numéricable. Ça va impacter en plus, en moins ? Il va y avoir des impacts. Est-ce que la guerre des prix va continuer? Ça, on ne sait pas, mais il est probable que l'hypothèse Numéricable n'arrête pas cette guerre des prix. Et de toute façon, il va y avoir beaucoup de restructuration et, en termes de marché, qui fait que le marché reste très difficile. Le marché télécom reste très difficile. Très difficile. À l'être. Alors, donc vous allez continuer d'être opérateur, budget télécom, oui. Mais à côté de ça, vous avez décidé, donc avec un nouvel actionnaire qui est arrivé il y a quelques mois, je crois. Voilà, en novembre. En novembre, BTM Énergie, vous avez décidé de diversifier votre offre. Et dans quel domaine alors? Eh bien, comme le nom de l'actionnaire l'indique, dans l'énergie. Nous allons proposer des services qu'on appelle d'efficacité énergétique, c'est-à-dire on ne va pas vendre de l'énergie comme le font EDF, GDF ou les autres producteurs, mais on va aider les gens à mieux maîtriser et mieux comprendre leur consommation énergétique pour, in fine, la réduire et avoir plein d'avantages par rapport à ça. Donc concrètement, on va sur Internet, on va dans budgetenergie.quelque-chose.fr et on peut regarder comment consommer un peu plus, un peu moins, etc. Alors, si vous voulez, là, comme il y a 15 ans, comme vous l'avez justement dit, on a été créé sur la base d'un comparateur et guide d'achat dans le marché des télécoms. Puis on a évolué, on s'est dit on va reproduire ce modèle qui a bien marché. Donc la première pierre de ça, c'est budgetenergie.fr, qui est un comparateur du marché de l'énergie, qui va vous permettre d'avoir une vision de ce que proposent les fournisseurs d'énergie et ce qu'ils peuvent vous proposer pour votre cas particulier, pour votre profil énergétique particulier. Parallèlement à ça, on va vous faire un petit descriptif de votre profil à vous. Comment vous vous situez, quelle est votre consommation électrique. On va vous faire une analyse qui va vous permettre après d'avoir une première phase de connaissance de ce que vous consommez au niveau électrique et ou gaz, sachant que la plupart des gens ont une idée assez confuse de ça. Ils savent qu'ils payent une facture, ils ne savent pas vraiment à quelle sauce ils vont être mangés en fin d'année lorsqu'ils payent une facture annuelle. Et nous, les services qu'on va sortir à partir d'avril, sont des services qui vont leur permettre de mieux maîtriser ça. Ce sont des services payants, il faudra bien que vous vendiez quelque chose, ce sont des services payants au ménage. Voilà, tout à fait. Ils prendront un abonnement qui leur permettra d'avoir une restitution en temps réel de toute la consommation électrique dans un premier temps et gaz d'ici la fin de l'année de leur ménage. Comment ça marche? C'est très simple. Il y a un capteur qui pose sur leur compteur. C'est très simple à poser. En 1 minute, montre en main, c'est fait. Ce capteur communique via leur ADSL et remonte sur nos serveurs en temps réel tout ce qu'ils consomment au niveau électrique et bientôt gaz dans leur foyer. Et nous avons des algorithmes très puissants qui identifient tous les usages et qui restituent ça sous forme d'un tableau de bord que les consommateurs pourront consulter sur leur ordinateur, sur leur smartphone, sur une tablette, et qui leur dira, en gros, aujourd'hui, tu as consommé tant, en kilowatts, en euros. Si tu continues comme ça, fin de mois, ça va te coûter tant. Et à la fin d'année, ça va te coûter un bras. Voilà. L'atterrissage sera... C'est quelque chose qui peut intéresser les grands organismes de gestion de logement comme les offices HLM. Tout à fait, d'autant plus qu'on a, en début d'année, racheté une société qui s'occupe de faire de l'efficacité énergétique pour les bailleurs sociaux et qui, en fait, duplique ce modèle que je vous ai expliqué, qui est plutôt pour les résidentiels, qui le duplique pour les bailleurs sociaux en proposant
un outil qui voit pour un logement, enfin une habitation type HLM, tous les usages électriques et qui va déterminer où sont les axes d'amélioration. Et d'économie. Et d'économie. Je ne sais pas si vous reprendrez contact à l'issue de cette émission, mais si c'est le cas, on aura fait une bonne action. On enchaîne avec le coup de cœur. C'est parti. Alors, je suis sûr que vous êtes intrigués depuis le début de cette émission en vous disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, cette société Atome Funéraire qui veut nous envoyer dans l'espace ?» Eh bien, écoutez, c'est facile, c'est un procédé unique, écologique, je vous reprends leur terme, et biodégradable, c'est important, permettant la dispersion des cendres funéraires dans l'espace. 33 km d'altitude. On va lancer une petite vidéo, vous allez voir. C'est quoi cette vidéo? Vous avez mis une caméra sur le ballon que vous envoyez dans l'espace, c'est ça? C'est ça. Alors, comment ça marche? Vous envoyez une urne avec un ballon dans l'espace? On n'envoie pas du tout d'urne. On a fait un procédé justement qui essayait de tenir le minimum d'éléments, puisqu'il y a une question de poids aussi quand on passe dans l'espace aérien. Et du coup, tous nos calculs ont été faits pour qu'il y ait un minimum d'éléments justement qui montent dans l'espace. Et le ballon stratosphérique, c'est l'élément principal de ce procédé. Alors le ballon, vous êtes devenu inventeur de ballons, spécialiste de ballons. Comment vous avez des amis dans l'aéronautique? Comment ça marche? Alors non, on a quelques connaissances en aéronautique. Notre entourage aussi nous a aidés pour trouver ces produits. Mais donc on utilise un ballon sonde en latex qui est biodégradable entièrement. On utilise de l'hélium. L'hélium est un gaz inerte et non polluant. C'est le même dispositif qu'utilisent les météorologues de Météo France. Chaque jour, il y a des relevés météo qui sont faits. Voilà, donc vous, le ballon peut partir pour regarder la météo et il peut emporter quelques cendres. Donc vous proposez ce service, combien ça coûte? 590 €. Voilà, 590 €. Votre proche qui vient de décéder peut se retrouver dans l'espace. Ça retombe après? On peut imaginer que ça retombe parce que nos calculs sont faits, encore une fois, pour que ça retombe dans un espace naturel et dépourvu de population. Donc ça retombe, nous, principalement dans la mer Méditerranée. Mais on peut imaginer que comme les cendres se dispersent dans l'espace, elles ne retombent pas d'un bloc. Donc elles seront emmenées au cas de vent. On peut imaginer qu'elles seront emmenées au cas de vent. Ça dépend, parce que si tout à coup tout le monde s'envoie en l'air à l'issue de son passage sur Terre, ça va en faire descendre dans l'espace, non? Oui. Pour l'instant, vous avez déjà eu des clients? Pour l'instant, on a eu une demande, mais... on a eu quelques demandes de professionnels et une demande de particuliers depuis hier, depuis que ça a été annoncé publiquement. Ouais. D'accord. Et vous pensez que ça va marcher? Oui, ça c'est un truc, En tout cas, on en est convaincu, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. C'est un produit qui nous tient à cœur parce qu'on a mis plus d'1 an pour le mettre au point, donc c'est pas fait au hasard. Il y a énormément de calculs derrière ça. On a eu des autorisations de l'aviation civile et de la législation funéraire, obligatoirement, mais ça c'est un domaine qu'on maîtrise, le funéraire. Voilà, dire quand même que vous êtes deux professionnels de ce secteur-là, même si vous êtes bien jeune, vous êtes tombé dedans assez jeune, et donc vous n'avez pas que ce service-là dans votre entreprise, hein, c'est ça? Non, le plus important aussi c'est de dire qu'on fait des pompes funèbres traditionnels et innovants. L'innovant on fait partie avec la dispersion dans l'espace, et traditionnel, on pouvait surtout pas le mettre de côté parce que c'est les fondations de notre métier, c'est ce qu'on sait faire jusqu'à aujourd'hui. Et depuis qu'on a créé notre entreprise, c'est l'innovation qui fait d'autres part. Atome Funéraire, voilà, Lucas Moreau et Tanny Vivien, vous ne connaissiez pas ça, je dirais. Non, j'avoue, on ne peut pas envoyer des gens dans l'espace. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, c'est l'astronomie. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous et la navette spatiale aussi. Ouais. Et puis donc à très très bientôt, non pas dans l'espace, mais bien ici sur Terre, sur les antennes de TV Sud. Très bonne soirée à tous.